Je suis analyste pour le regroupement des organismes environnementaux en énergie qui intervient principalement devant la Régie de l'énergie, mais aussi dans les différentes commissions parlementaires et bureaux d'audience du Bureau d'audience publique sur l'environnement. Donc, il me fait plaisir aujourd'hui d'agir en tant qu'animateur de ce dialogue. Je vais vous présenter les trois participants, les trois panélistes. Premièrement, il y a Mathieu Lévesque, qui est consultant chez Dunsky Énergie. Bonjour Mathieu. Bonjour. Et ensuite, il y a M. Philippe Tanguy, directeur général de Polytechnique Montréal depuis janvier 2018. Bonjour M. Tanguy. Bonjour. Et ensuite, il y a M. Vincent Moreau, qui est vice-président exécutif chez Écotech Québec. Bonjour, bonjour. Messieurs, je peux vous demander à vous trois de vous présenter brièvement en commençant dans le même ordre. Oui, ça me ferait plaisir. Donc, je m'appelle Mathieu Lévesque. Moi, je suis consultant chez Dunsky Énergie et Climat. Donc, je suis consultant chez Dunsky depuis 3 ans. Mon background, c'est en efficacité énergétique appliquée dans les bâtiments. Donc, je suis ingénieur de formation, ingénieur de Polytechnique, bien sûr. Donc, bonjour, M. Tanguy. Bac et maîtrise. Donc, chez Dunsky, qu'est-ce qu'on fait? Grosso modo, on s'intéresse à la transition climatique, la transition énergétique. On travaille surtout avec les gouvernements, les fournisseurs d'électricité partout sur le continent, donc dans les 10 provinces canadiennes et dans une vingtaine d'États américains. Donc, on les accompagne pour accélérer la transition climatique. M. Tanguy. Très bien. Donc, bonjour à tous. Donc, Philippe Tanguy, donc, je suis effectivement le directeur général de Polytechnique. Donc, je suis ingénieur en génie chimique avec une carrière à Polytechnique et avant chez d'autres universités concurrentes. Derrière moi, j'ai 13-14 ans d'hydrogène, on va dire. En fait, j'ai commencé par transition énergétique et énergie renouvelable, en particulier le solaire, avant de basculer sur l'hydrogène. Et j'ai travaillé 4 ans à temps plein sur l'hydrogène en Allemagne, donc il y a quelques années. Et je suis à l'origine, avec d'autres bien sûr, de la création du Conseil mondial de l'hydrogène, annoncé à Davos en 2017. Merci. M. Moreau. Oui, Vincent Moreau, donc vice-président exécutif chez Écotech Québec depuis bientôt 2 ans. Donc, Écotech Québec, c'est quoi? C'est la grappe industrielle des technologies propres. Donc, on accompagne tout l'écosystème des technologies propres pour faciliter leur déploiement. Et également, notre deuxième mandat, c'est d'influencer les politiques publiques, justement, pour faciliter cette intégration-là. Auparavant, par le passé, j'ai pu réagir ou agir, faire des représentations en régie d'énergie, où ce que j'ai connu Jean-Pierre via nos interventions. D'ailleurs, j'ai fait partie de plusieurs comités ministériels, notamment sur le changement climatique, sur les comités sur la bioénergie. Et j'ai eu aussi la chance d'animer, je vous dirais, la tournée des régions, c'est-à-dire la tournée provinciale pour l'élaboration du plan d'économie verte. Donc, avant, c'était le plan d'électrification et lutte au changement climatique. C'était le PEC qui est changé pour le. Donc, je suis impliqué énormément au niveau des politiques plus énergétiques par le passé. Bien, merci beaucoup. Justement, ça va faire le lien avec le premier bloc. Un point commun qui nous permet justement de mieux discuter de transition énergétique, c'est les politiques gouvernementales adoptées au Québec, en commençant par la politique énergétique 2030 qui établit un objectif de réduction, entre autres, d'amélioration de l'efficacité énergétique de 15 en 15 ans, donc en moyenne 1 par année. Et ensuite, la politique cadre d'électrification et de lutte au changement climatique à laquelle vient de référer Vincent, qui est toute nouvelle, qui a pas 1 an encore et qui est en train d'être mise en œuvre et qui favorise l'électrification de la chauffe et des procédés d'abord et avant tout, et ensuite l'utilisation des énergies renouvelables autres lorsque l'électrification n'est pas possible, c'est-à-dire soit pas techniquement faisable ou économiquement rentable. Donc, d'abord et avant tout, j'aimerais vous entendre dans le même ordre sur votre appréciation des politiques énergétiques au Québec. Est-ce que celles sont suffisantes, entre autres parce que par rapport au 1 d'efficacité énergétique par année, comment ça se compare?
Est-ce que par rapport, entre autres, au danger de concurrence entre les formes d'énergie renouvelable et l'électrification et tout ça? Mathieu, si tu veux bien commencer. Oui, je peux bien commencer. C'est une question très large, hein? Donc, Oui. en commençant, je pense que je vais essayer puis vous allez m'entendre là-dessus au cours de la discussion, là, les 3 piliers de la transition énergétique. Donc, on parle beaucoup de production d'énergie renouvelable. Ce panel d'aujourd'hui est beaucoup axé là-dessus, mais il y a 2 autres piliers à la transition énergétique. Puis au Québec, on met beaucoup l'accent sur une d'entre elles qui est l'électrification. Donc, les 3 piliers de la transition énergétique, c'est la substitution des énergies fossiles par des énergies renouvelables. Ensuite, il faut fournir cette nouvelle énergie renouvelable. Donc, les énergies fossiles qu'on a réduites, il faut produire davantage d'énergie propre. Mais finalement, le 3e pilier, puis celui qui est souvent oublié dans les conversations un peu partout, c'est la réduction des demandes et l'efficacité énergétique. Donc, je vais y revenir là-dessus. C'est vraiment ça les 3 piliers. Donc, au Québec, on a beaucoup mis l'accent sur l'électrification. Donc, Vincent le disait, là, le PEV, le plan pour une économie verte, auparavant, s'appelait le plan d'électrification et de changement climatique. Donc, dans le titre, on mettait l'emphase sur le levier principal qu'est l'électrification pour la lutte au changement climatique au Québec. Puis ça a beaucoup d'allure. L'électrification au Québec, c'est le point central. Et le plan en fait beaucoup mention. Donc, on parle d'électrification des transports avec la norme sur les véhicules zéro émission. On parle d'électrification du chauffage dans les bâtiments, électrification dans l'industrie aussi. Bref, on va électrifier l'économie québécoise à grande échelle. Je pense que le PEV met assez l'emphase sur ce pilier-là de la transition énergétique. Donc là-dessus, ça va. Côté production d'énergie renouvelable, il faut comprendre que le Québec a une position enviable. Il y a beaucoup de juridictions à travers le monde qui doivent, premièrement, décarboner leur production électrique et en même temps croître leur production électrique. Au Québec, on n'a pas besoin de faire ces 2-là. Notre production électrique est déjà décarbonée. Reste qu'il va falloir pratiquement doubler la production électrique au Québec d'ici 2050. Donc, le PEV met peu d'emphase là-dessus. C'est Hydro-Québec qui va s'en charger. Donc, je pense que de ce côté-là, ça va bien. Côté politique énergétique au Québec, je veux mettre l'emphase là-dessus, c'est vraiment la réduction des demandes et l'efficacité énergétique. Il y a des belles intentions, mais je pense qu'on ne va pas assez loin. Donc, il y a des belles intentions chez Hydro-Québec. Il y a des belles intentions ailleurs aussi, puis je pense que ça va revenir dans la discussion, réduction des demandes autres que l'efficacité énergétique. Mais je pense que c'est là où on manque d'efforts au Québec. Là. Parfait, merci. Monsieur Tanguy, et entre autres, le PEV et l'hydrogène, entre autres? Oui, bien sûr, PEV et hydrogène. Bon, alors écoutez, le plan sur l'économie verte, c'est une chose. Moi, j'ai plus regardé le plan de mise en œuvre, parce que en fait, c'est ça qui est important. Donc, clairement, dans le plan de mise en œuvre, l'hydrogène et les bioénergies sont en tête des sources donc complémentaires d'énergie. Donc, ça, c'est bien clair. Et en fait, l'hydrogène est considéré comme un élément clé à l'horizon 2030. Bon, donc ça, on a envie de dire que c'est plutôt de bon augure. Ce que ce plan de mise en œuvre également dit, c'est que tout ça va être révisable chaque année. Bon. Il met en avant le fait qu'il faut lever les barrières à la consommation et à la production. Et pour lever ces barrières, qu'est-ce que l'on souhaite faire? C'est lancer des projets pilotes. Et il y a 2 domaines en fait qui sont avancés. Il y a le transport lourd, transport intensif, donc marchandises en particulier, et le secteur industriel. D'ailleurs, François Legault l'a rappelé à la COP26 avant-hier. Donc, derrière l'hydrogène, si vous voulez, d'abord, il y a un plan d'économie verte, il y a un plan de mise en œuvre, mais il n'y a pas de plan hydrogène. Le plan hydrogène, on l'attend. Alors, il est imminent. Il devait en fait sortir il y a 15 jours, il n'est pas sorti. C'est une question d'heure. D'accord ? Donc, on ne va pas jeter la pierre au gouvernement là-dessus. Je pense qu'il se réserve les annonces politiques comme il se doit pour tout gouvernement. Bon, il y a quand même 4 points. Il y a une question de réglementation, il y a une question de code et de normes, il y a une question d'infrastructure à construire. Donc là, je rejoins bien évidemment Mathieu là-dessus parce qu'il va falloir quand même beaucoup d'électricité. Puis, il y a quand même quelque chose qu'il ne faut pas négliger, c'est la sensibilisation du public, parce que l'hydrogène, ce n'est pas très connu. Donc, quand on regarde maintenant les enjeux, alors il y a des enjeux de coûts de production qui sont encore là. Alors, bon, certes, nous, on a de l'électricité verte à 95%, mais il va falloir quand même, comme le mentionnait Mathieu, avoir pas mal plus d'électricité
Et même si, oui, il y a l'efficacité énergétique qui va jouer, alors 1% par an, ce n'est pas très ambitieux, mais enfin bon, on va dire que c'est comme ça, il ne faut pas oublier que la population du Québec augmente. Donc, même s'il y a une réduction de la demande per capita, il va y avoir une augmentation de la production nette. On va avoir besoin. Parce que, grosso modo, on augmente de 1% par an quand même. Hein. Donc là, il y a un effet de compensation qui est important. Donc, il y a un enjeu de coût de production qui va être lié évidemment au coût de production de cette nouvelle électricité. Et ça ne va pas passer par des barrages, parce que vous savez qu'au Québec, des barrages, c'est 15 ans. Donc, ça va passer très probablement par l'éolien et par la biomasse. Il y a un enjeu de transport de l'hydrogène. L'hydrogène, ça transporte mal. Donc, on a toujours intérêt, chaque fois qu'on peut le faire, à transformer l'hydrogène sur place pour en faire quelque chose. Donc ça, c'est quand même un enjeu qu'il va falloir regarder. Et ensuite, bien évidemment, les enjeux de transformation. Donc, pourquoi faire cet hydrogène? Alors, pour le transport peut-être, sous forme d'hydrogène ou sous forme d'hydrogéné, donc un produit chimique qui contient beaucoup d'hydrogène, donc pour le transport et pour l'industrie. OK. Ben, merci beaucoup. Vincent? Oui, en fait, je vais compléter, parce qu'ils ont dit beaucoup de choses déjà, mais je sais que notre auditoire est variée. Ça peut être notre voisin, nos parents, des gens très, très au fait ou avertis. Fait qu'on va essayer de prendre un vocabulaire qui est accessible à tout le monde. Tu sais, on parle du PEV, du plan de l'économie verte. En fait, de mon point de vue, je pense que c'est un bon départ. OK? Il fallait se donner ce coup de départ-là. Maintenant, le défi va être au point du suivi, les bons indicateurs et notre temps de réactivité pour ajuster ce plan-là qui doit être évolutif pour pouvoir atteindre les cibles. Parce que quand on parle de transformation de notre économie pour qu'elle soit plus verte, cette transformation énergétique, c'est une révolution énergétique un peu qu'il faut avoir. Oui, M. Legault nous décrit comme une batterie, la batterie d'Amérique du Nord. Mais déjà, on a vu aujourd'hui qu'il y avait, je pense qu'aujourd'hui, qu'on a vu ça dans l'article, on va avoir un manque d'approvisionnement en 2026, puis qu'Hydro-Québec a lancé deux appels de production en énergie renouvelable de différentes natures. Un qui est éolien, puis d'autres de différentes natures. Donc, tu sais, au niveau de la production, notre empreinte carbone est faible. OK? À l'exception des milieux isolés, et puis lorsqu'on gère le pic de puissance, on doit faire marcher la centrale à Bécancour, puis là, on a des émissions de gaz à effet de serre. En général, prenons pour acquis, là, grosso modo, la production est à faible empreinte carbone. Maintenant, notre problème se situe au niveau de la consommation. L'importation qu'on a de l'énergie qui est en majorité plus de 50% en hydrocarbures. Et le deuxième défi, c'est qu'il y a 52% de toute l'énergie qui est produite qui s'en va en pure perte dans l'atmosphère. Donc, on parle d'efficacité énergétique. Donc, un potentiel énergétique là sur lequel il faut miser pour accompagner cette réduction-là pour pouvoir répondre à la demande future. Comment ça va se faire? Bien, c'est là que le PEV, je trouve qu'il met beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent dans l'électrification. Énormément. Je crois qu'il gagnerait il y a des volets sur la bioénergie, sur l'hydrogène, sur les nouvelles avenues, tu sais, le solaire et tout ça, mais il devrait en avoir plus au niveau de l'innovation pour développer encore plus, notamment au niveau de la biomasse, avoir des innovations qui vont accompagner justement cette production accrue dans le futur. Parce qu'on sait que le succès de la décarbonisation de notre économie passe par un mix énergétique. Pour que les hydrocarbures, parce que quand on parle de carboneutralité en 2050, là, c'est un bilan. C'est comme le budget de la maison. On ne veut pas être négatif, on veut être positif, mais il y a différentes techniques. Ça veut dire qu'il peut y avoir des hydrocarbures, mais le plus faible possible, au minimum, que ce soit une énergie d'appoint en mesure d'urgence, mais qu'après ça, on puisse, quand on l'utilise, qu'on ait des moyens de compenser pour qu'on soit carbonégatif. Donc, tout ça, le mix énergétique, il va être important. Puis je vais en parler un petit peu plus tard parce que je vous dirais que le PEV, présentement, au niveau des politiques, les engagements qu'on a pris aujourd'hui, notamment M. Legault qui a annoncé qu'il faisait partie, qui a joint l'Alliance, c'est le Beyond Oil and Gas Alliance, donc c'est-à-dire qu'il s'engage à ne plus investir dans les hydrocarbures ou les carburants fossiles, donc à l'extérieur du pays. Je trouve que c'est intéressant. Donc, on voit maintenant, tu sais, l'accord de Paris, là, c'était les promesses. Là, présentement, c'est la COP des engagements. Puis, il y a de plus en plus d'engagements au niveau des politiques
autant canadiennes que québécoises, qui apparaissent. Je trouve ça intéressant. J'ai juste hâte de voir comment ça va se traduire à la fin du 2 semaines, mais l'avenir nous le dira. Merci beaucoup. Pour poursuivre dans la même veine, je continuerai dans le même ordre avec Mathieu. Mathieu, Dunsky a publié une étude sur les trajectoires là, pour la réduction des émissions de GES où on dit qu'on va nécessiter 137 TWh d'ici à 2050 additionnels. Ça, c'est, j'imagine, incluant tout ce qui est conversion. Et entre autres, il y a une étude du HEC qui a été réalisée il y a une couple d'années qui disait que 21% des usages du gaz naturel n'étaient pas convertissables à l'électricité, mais 79%. Donc, par déduction, 79% des usages le sont. On parle beaucoup de la bonne énergie à la bonne place. On parle aussi où vont venir les 137 TWh dont on va avoir besoin. Peux-tu nous entretenir un peu là-dessus sur le rôle de l'efficacité énergétique, l'économie d'énergie là-dedans? Peut-être pas de te prononcer sur des questions plus politiques, là, mais on disait que la cible de la politique énergétique, c'est 1% par année. Pourtant, Hydro-Québec vient de rehausser ses cibles pour les 10 prochaines années qui représentent à peu près 0,4% de leur vente annuelle. Donc, ça semble insuffisant dans une perspective de transition énergétique. On a Énergir qui injecte du GNR dans son réseau de distribution, tandis que dans l'Amérique du Nord, 95% du GNR est utilisé dans le transport routier. Même chose pour l'hydrogène. On veut tester l'hydrogène dans les réseaux de distribution d'énergie. D'où vont venir les prochains kilowattheures finalement, d'où ils doivent venir en priorité là, finalement, et quel est le rôle des autres énergies renouvelables dans ce mix énergétique-là? Oui, ça marche. Il y a encore une fois beaucoup de sous-questions dans ta question. C'est parfait. C'est plein d'excellentes questions. Ouais. Tu peux choisir. Je peux choisir. Mais je vais commencer par notre étude de trajectoire. Donc, c'est l'étude que notre équipe chez Dunsky a faite pour le ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique au Québec. On vient de sortir la révision 1 il y a quelques semaines, quelques mois à peine. Et donc, qu'est-ce que c'est en fait cette étude-là? C'est on a regardé pour que le Québec atteigne ses cibles climatiques en 2030 et en 2050 avec le modèle DESMIA, qui permet d'évaluer une panoplie de technologies et l'économie québécoise au grand complet est modélisée là-dedans. Si on prend le chemin économique le moins cher à travers toutes ces technologies-là et ces changements-là pour atteindre les cibles, de quoi a l'air ce chemin-là? Donc, les réductions viennent d'où? Et à quoi ressemble le portrait énergétique du Québec rendu là, si on a pris le chemin le moins cher? Donc, ce n'est pas une prévision de qu'est-ce qui va se passer, c'est vraiment une perspective qui nous permet d'évaluer si on prend le chemin le moins cher, à quoi ça ressemble. Ça reste très intéressant. Donc, premièrement, dans les médias, il y a beaucoup, 137 TWh d'électricité de plus produite au Québec qu'on va avoir besoin, d'électricité consommée. Donc, ce n'est pas pour rien, comme je le disais tantôt, c'est encore une fois les 3 piliers de la transition énergétique. Donc, on va électrifier l'économie québécoise à fond. Et ça va se passer à travers le monde, mais au Québec en particulier. On va remplacer les énergies fossiles en transport, en chauffage, en industrie par de l'électrification. Et donc, on va avoir besoin de hausser notre consommation d'électricité au Québec des 2/3 par rapport à la production annuelle actuelle. Donc, c'est hyper important. Et donc, l'annonce dont Vincent faisait mention tantôt, c'était Vincent ou c'était Jean-Pierre, là, je ne me rappelle plus qui disait quoi, mais Hydro-Québec a annoncé hier, je pense, qu'il va déjà avoir besoin de plus d'électricité au Québec en 2030, notamment par l'électrification des transports, l'électrification du chauffage. Donc, de quoi ça a l'air le portrait énergétique au Québec en 2050? C'est ça. Beaucoup d'électrification, beaucoup d'énergie électrique produite de plus. Et d'où viennent cette production énergétique? Là? Dans les médias, on a beaucoup parlé ça équivaut à 17 romaines. Mais ce n'est pas de l'énergie hydroélectrique, c'est juste faire un point de comparaison. C'est comme quand on parle de terrain de football, ça ne veut pas dire qu'on va construire des terrains de football, c'est juste un point de comparaison. Notre modélisation montre, et c'est parce que c'est les énergies les moins chères dans le futur pour le Québec, ça va être aux 2/3 de l'éolien et aux 1/3 du solaire, surtout après 2030. Mais je veux revenir encore une fois sur la réduction des demandes parce que cette production additionnelle d'électricité au Québec, c'est environ le même ordre de grandeur qui doit provenir de la réduction des demandes et de l'efficacité énergétique pour l'atteindre.
Donc, ce qui veut dire que le chemin le moins cher pour atteindre nos cibles climatiques, il faut réduire les demandes. Il faut aller à fond sur l'efficacité énergétique. Il faut repenser notre aménagement du territoire pour réduire les distances parcourues. Il faut réduire la taille de nos maisons pour réduire les pieds carrés par personne. En même temps, il faut électrifier tous ces usages-là. Il faut faire du transport modal en transport, moins d'automobiles individuels. Et tout ça, c'est simple. C'est parce que pour réduire nos produits pétroliers, ça va coûter moins cher si on en a moins à déplacer par l'électricité. Et d'un autre côté, en réduisant la consommation électrique d'Hydro-Québec, c'est la ressource énergétique la moins chère. Ça coûte moins cher économiser 1 kWh qu'en produire un nouveau, même éolien et même solaire. Donc, ça permet de rendre disponibles des kilowattheures pour électrifier d'autres usages. Donc, si je résume, au Québec, là, il faut aller à fond dans l'efficacité énergétique de la réduction des demandes. Il va falloir augmenter des 2/3 notre production d'électricité. Et si on prend ce chemin le moins cher, ça va ressembler grosso modo à ça, le portrait énergétique au Québec. Jean-Pierre, je rebondirais. Oui, je veux rebondir parce que, en fait, c'est le nerf de la guerre. Il faut changer nos paradigmes de consommation énergétique. Quand je vous parlais de révolution, on parlait d'aménagement du territoire, de pratiques de consommation à différents niveaux. Oui, l'industrie, l'amélioration des procédés, consommation énergétique, gestion de la pointe de puissance et tout. Mais notre mode de consommation est construit autour de la consommation énergétique. Le signal prix également n'est pas représentatif des externalités, des coûts externes. Quand on parle d'externalités, c'est l'impact que ça a sur l'environnement. Comment on peut améliorer ça au niveau de la réduction, au niveau de mix énergétique? Quand on va avoir des énergies renouvelables aussi qui sont efficaces, on le fait par quoi? On le fait par l'innovation, par nos innovateurs. Écoutez, l'innovation, là, ou les technologies propres, c'est pas la solution tout azimut pour la solution contre la lutte contre les changements climatiques ou la préservation de la biodiversité. C'est un des leviers qui est important, qu'il faut miser pour faire en sorte que les énergies renouvelables deviennent efficaces, rentables, peu coûteuses, puis on est rendu proche là, avec le solaire et l'éolien. Il faut faire la même chose avec l'hydrogène et également la biomasse. Mais notre paradigme de consommation doit changer. C'est un mix énergétique, puis pour ça, il y a plusieurs chemins pour y arriver. Puis la réduction, là, ça fait partie des grands leviers d'efficacité énergétique qu'on a pour atteindre nos objectifs. Bien, merci beaucoup. Monsieur Tanguy, vous corrigez-moi si je me trompe, là, mais l'hydrogène semble avoir un bel avenir. À ce que je sache, cependant, en ce moment, il y a 95% de l'hydrogène, je pense, qui est produit à partir de gaz naturel. Je sais qu'au Québec, là, les perspectives sont d'avoir de l'hydrogène vert. Ce que je cherche aussi, je pense que le procédé pour convertir l'eau en hydrogène serait d'une efficacité là, de 50 à 75 %. Donc, ça prendrait, je pense, 2 kWh pour produire un kWh équivalent en hydrogène. Donc, ce qui pose la question, tant qu'à moi, de l'utilisation de l'hydrogène à la bonne place. Quelles seraient, selon vous, les priorisations en matière d'utilisation de l'hydrogène? Bon, vaste question, là aussi. Juste pour compléter, ces temps-ci, on a Énergir au Québec qui veut étudier la possibilité d'injecter un certain pourcentage d'hydrogène pour verdir son réseau. Et on sait, selon l'étude du Conseil national de recherche du Canada, que les réseaux de distribution actuels du gaz au Canada pourraient tolérer un maximum de 2 % d'hydrogène. Et dans cette perspective-là, est-ce que c'est une avenue intéressante ou est-ce qu'on devrait le garder pour le transport maritime, ferroviaire, marchandises et gestion de la demande en puissance, etc. D'accord. Donc, Jean-Pierre, je vais d'abord rebondir sur votre dernier point. Ouais. Pourquoi est-ce que, finalement, dans certains pays, dans certaines régions du monde, on cherche à injecter une molécule qui coûte très cher, qui s'appelle l'hydrogène, dans du gaz naturel qui ne vaut pas cher? Quand on y pense, c'est une drôle d'idée. Il y a une raison. Et à cette raison-là, elle vient d'Allemagne. En Allemagne, la production d'énergie renouvelable est dans le nord. La consommation est dans l'ouest et dans le sud. En Allemagne, vous ne pouvez pas construire de lignes à haute tension parce que les Allemands n'en veulent pas. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé pour transporter l'énergie?
Ils ont trouvé la façon suivante, c'est d'utiliser des pipelines. Et donc, ils se sont dit, on va transformer de l'énergie renouvelable produite dans le nord en hydrogène, on va l'injecter dans nos pipelines, ça va nous permettre de transporter notre énergie dans le sud. Bon, c'est conjoncturel, c'est allemand. Maintenant, vous avez effectivement d'autres pays qui se disent, on va le faire, mais si ça ne se justifie pas pour des raisons de type de celles que je viens de vous expliquer, pourquoi le faire? L'hydrogène, il est beaucoup mieux à être utilisé dans des applications où il est fort utile, c'est-à-dire des applications dans lesquelles on a des chaleurs à haute température et pour lesquelles on ne peut pas électrifier. Alors, exemple, aluminerie, sidérurgie, cimenterie. Ça, ces trois cas-là sont très typiques. Ou d'autre part, effectivement, l'utiliser pour le transport. Et on ne parle pas de transport dans des voitures individuelles. Bon, il y en a quelques-uns, mais je veux dire, ce n'est pas ça qui est intéressant. Et la batterie fait très bien le travail. Par contre, la batterie ne va pas faire le travail lorsqu'il s'agit de trains, de bateaux, ou même de transport lourd par camion, parce que là, vous allez transporter des batteries, vous n'allez pas transporter des marchandises. Donc, en fait, les usages de l'hydrogène, je dirais, et j'ai envie de vous dire quelque chose à couleur, mais on va y revenir sur les couleurs, doit être privilégié sur ces applications-là. Alors, maintenant que si Énergie a envie d'injecter de l'hydrogène dans son réseau, il le fera, mais de toute façon, les réseaux ne supportent pas techniquement plus de 20%. En pratique, c'est très rare qu'on aille au-delà de 10% pour des raisons d'intégrité. Et pour peu que le réseau de pipeline ne soit pas en très bon état, on est effectivement à 1, 2, 3%. Donc c'est une goutte d'eau, je veux dire. Et en plus, quand vous regardez l'effet de décarbonation de votre gaz naturel, on est vraiment sur l'épaisseur du trait. Hein. Donc, en fait, c'est de la com. Voilà. On va être un peu violent, mais c'est de la com. Ouais. Bon, alors maintenant, comment est-ce qu'on fabrique l'hydrogène? Alors effectivement, nous au Québec, on a de la chance avec notre hydroélectricité à 95%, on va dire qu'il est virtuellement vert, notre hydrogène. On a besoin d'eau quand même, hein. On a besoin d'eau, alors la théorie vous dit 9 litres d'eau par kilo, mais en pratique, on est plutôt à 15 litres d'eau parce qu'il y a aussi de l'eau pour le procédé, il faut de l'eau pour la déminéralisation, donc il faut quand même de l'eau, mais quand vous faites le bilan, on a de l'eau, donc c'est bon de ce côté-là. Maintenant, on est au Canada, et là, on est en concurrence, nous, au Québec, avec une province, en tout cas au moins une, qui s'appelle l'Alberta. L'Alberta, c'est le royaume du gaz naturel, entre autres. Et donc, effectivement, les Albertains disent, nous allons produire l'hydrogène pour le Canada. Donc, ça s'appelle des concurrents. Et ils disent même pour le reste du monde. Alors, on va se contenter du Canada pour le moment. Donc, qu'est-ce qu'ils font, nos amis d'Alberta? Effectivement, ils cassent la molécule de méthane. Hein, le gaz naturel, c'est du méthane, par réformage catalytique. Et ils émettent, grosso modo, 10 tonnes de CO2 par tonne d'hydrogène. Bon. Alors, comme ils ne sont pas non plus complètement stupides et puis qu'il y a des réglementations maintenant qui disent qu'ils ne vont plus avoir le droit de le faire, ils disent très bien, on va faire donc, ça s'appelle l'hydrogène gris, ce que je viens de vous décrire, on va faire l'hydrogène bleu. Alors, l'hydrogène bleu, c'est très simple, vous allez capter ou capturer le CO2 à la cheminée de vos réacteurs, et vous allez ensuite le comprimer, le nettoyer, le comprimer, et vous allez l'enfouir géologiquement. Bon. Alors, en Alberta, est-ce qu'on peut enfouir géologiquement? Alors oui, c'est pas trop mal, parce que comme eux, c'est une province pétrolière, ils ont des champs qui ont été stables pendant 300 millions d'années, donc grosso modo, injecter dans des champs à peu près vides du CO2, c'est probablement jouable, sauf que, 1, c'est pas gratuit, et 2, on n'enfouit pas 100%. Il y a toujours un 10% restant. Donc, quand même, on est toujours à 1 tonne de CO2 par tonne de H2. Donc, ce n'est pas neutre. Pas neutre du tout. Alors ensuite, vous avez d'autres options. Il y en a une qui est intéressante, qui consiste à prendre le méthane, CH4, et à le casser tel quel. C'est-à-dire vous allez séparer C et vous allez récupérer votre hydrogène de l'autre côté. Alors, vous le faites en fait par pyrolyse à très haute température. Nos amis allemands travaillent beaucoup là-dessus, puis on a également nos amis de Vancouver. Donc, vous faites la pyrolyse du gaz naturel. Si on devait utiliser du gaz naturel, et je pense qu'on n'a pas fini d'utiliser du gaz naturel, c'est peut-être une option
mais on nous dit quand même 2030, hein, pour que ça soit industriel. Donc, ça s'appelle l'hydrogène turquoise. Alors, à voir, parce qu'il va quand même falloir que ce soit rentable, tout ça. Hein. Mais c'est une option. Ensuite, vous avez l'hydrogène rose. Alors, l'hydrogène rose, c'est l'hydrogène des Français. Eux, ils vont faire leur hydrogène à partir d'extrépités nucléaires. Ils ont plein de nucléaire et puis ils vont continuer à en faire parce qu'ils ont la technologie et puis ils ont le savoir-faire. Donc, ils sont assez décarbonés, nos amis français, quand même, globalement, à cause de ça. Bon, ils ont quand même le transport qui, lui, les pénalise énormément. Hein. Mais bon, pour les pays nucléarisés, il en reste un certain nombre. C'est une option. Le nucléaire revient, de toute façon, hein, à cause, effectivement, de la décarbonation, de l'électrification. Il y a des pays qui n'ont pas abandonné, puis des pays qui pensent y revenir. Donc, ça va être une option du mix. Alors bon, nous, ça ne se justifie absolument pas, bien évidemment. Et donc, il y a l'hydrogène vert, donc c'est le nôtre, électrolyse ou biomasse. Hein, ou biomasse, bien sûr. Alors, avec le bémol sur la biomasse, que lorsque vous brûlez de la biomasse, vous émettez du CO2. Alors, vous allez me dire, oui, très bien, mais c'était du CO2 qui était piégé dans de la biomasse. Donc, c'est du CO2 qui va retourner dans la biomasse. Alors, la réponse, c'est oui, sauf qu'il vous faut 50 ans pour pousser un arbre. Hein. Donc, en fait, vous avez déstocké quand même pendant une cinquantaine d'années. Donc, biomasse, peut-être, mais à regarder de très près. Avec l'autre aspect, bien sûr, c'est que la biomasse, il faut s'alimenter en biomasse. Donc, quand votre biomasse autour de votre usine, elle était toute coupée et toute valorisée, vous allez en chercher un peu plus loin. Et puis, vous allez chercher toujours de plus en plus loin. Alors, au bout d'un moment, vous finissez par vous dire, mais est-ce que c'est finalement une bonne idée de chercher de la biomasse très loin? Parce que là, je suis en train de pénaliser toute ma chaîne d'approvisionnement. Et en fait, nous, on avait vécu le cas en Allemagne où les Allemands, des grands chimistes devant l'éternel, voulaient favoriser la biomasse, mais ils n'avaient pas assez de biomasse. Ils l'achetaient en Pologne. Bon, pas trop loin. Mais les Polonais n'avaient pas assez de biomasse, ils l'achetaient en Ukraine. Donc, vous voyez qu'il y a un effet pervers quelque part avec ça. Donc, à regarder de très près. Donc, pour le moment, je vais conclure là-dessus, pour le moment, l'hydrogène, c'est raffinage et ammoniac. Ça sert à ça, l'hydrogène dans le monde. Dans le futur, ça va être beaucoup moins de raffinage, ça c'est très clair, probablement beaucoup plus d'ammoniac, du transport, bien sûr, de l'ammoniac supplémentaire, pas juste pour les engrais, mais probablement comme carburant bateau, peut-être même centrale thermique pour alimenter fabrication électrique, ça c'est nos amis japonais, du méthanol, des carburants synthétiques, du bâtiment et, si vraiment on y croit, l'injection dans les réseaux de gaz. À la fin. Ouais. Est-ce que je peux rebondir là-dessus? Vas-y. Parce que justement, notre modélisation qu'on a fait pour le Québec, il y a une modélisation similaire qui a été faite par l'Institut de l'énergie Trottier à Polytechnique, justement, pour l'économie canadienne au complet. Et les résultats sont somme toute similaires. Là. Quel est le rôle de l'hydrogène dans la solution en 2050? Et selon les modélisations de réduction de coûts et tout ça de l'hydrogène, au Québec, ça ressemble à 2% de l'économie québécoise qui va avoir besoin d'hydrogène. Ce qui veut dire que l'électrification est le premier levier et de loin. L'hydrogène, on en parle énormément dans les médias, on en parle énormément à la COP aussi. Il faut savoir qu'on en a besoin de l'hydrogène. Puis quand je parle d'hydrogène, il y a toujours l'hydrogène vert, entre parenthèses. On a besoin d'hydrogène propre pour décarboner des sous-secteurs précis, des niches qui ne peuvent pas être électrifiées. Mais il reste qu'il faut comprendre que ça reste somme toute marginal dans la solution en 2050. Alors, et dans toutes les modélisations, l'hydrogène apparaît à partir de 2040. Donc, à très court terme, oui, il faut y aller à fond. Puis, si je peux me permettre, encore une fois, dans le plan pour une économie verte, oui, on parle d'hydrogène, mais pas dans la première section où on parle de réduction. C'est vraiment dans la deuxième section où on parle de développement économique. Donc, ce n'est pas nécessairement pour les réductions de gaz à effet de serre québécois, c'est vraiment parce qu'on a un avantage concurrentiel pour produire de l'hydrogène vert et aider nos voisins et leurs industries à se décarboner. Est-ce que ce n'est pas une façon d'exporter l'électricité? Oui. C'est une façon de voir aussi. Mais, tout à fait. Donc, comme je dis, ça coûte très cher. Ça coûte très cher de transporter l'hydrogène. C'est le bottleneck, là, présentement. C'est l'enjeu.
Tout à fait. Donc, Oui. je vais juste faire une petite remarque sur le rapport d'Unsky et sur le rapport de l'énergie Trottier. C'est qu'il fait complètement abstraction des besoins en export, ou plutôt des besoins en import d'un certain nombre de pays. L'Allemagne a un énorme besoin d'hydrogène pour faire tourner son économie et ils vont l'importer. C'est vrai pour l'Allemagne, c'est vrai pour les Pays-Bas, c'est probablement vrai pour la Grande-Bretagne. Je parle juste de ces 3 pays en Europe. Je ne parle ni du Japon ni de la Corée. Et en fait, le Québec est vu comme un fournisseur très important à l'exportation. Donc, alors oui pour effectivement l'économie interne, je suis d'accord, mais en termes de volume et en termes de création de richesse, en fait, on a de l'or vert, non pas de l'or bleu, mais de l'or vert dans les mains. À ce titre-là, puis ben, Vincent, je te laisserai rebondir par après, mais euh, je peux comprendre qu'on voit le Québec comme ayant un bon potentiel d'exportation d'hydrogène vert. Puis je fais le lien avec l'étude des trajectoires de Dunsky aussi, qui calcule que Churchill Falls va être en importation à partir de 2041. Il y a pas, est-ce que l'hydrogène vert n'est pas à la portée du Labrador aussi en termes d'exportation? Est-ce qu'on serait pas est-ce qu'on s'autopollueur de bananiserait pas, comme pour paraphraser Jacques Parizeau, dans cette optique-là? Bien sûr, les maritimes, hein, en général, hein, les champs éoliens. Hein. Je pense que Vincent parlait d'éolien, enfin, vous en parliez tous les deux. Oui, bien sûr. Les gisements. Muskrat Falls aussi, ils ont beaucoup de capacité. Donc, il y a l'hydroélectricité au Labrador, mais en fait, ça prend du temps quand même, hein, tout ça, hein, surtout pour développer. L'éolien, en 3 ans ou 2 ans et demi, 3 ans, vous avez construit des champs. Les gisements éoliens au Nouveau-Brunswick, à l'île du Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse sont excellents. Donc oui, bien sûr qu'il y a un positionnement de ces gens-là, bien sûr. Vincent, les écotech et l'hydrogène, entre autres? En fait, on a participé à la consultation sur la stratégie d'hydrogène et des bioénergies. Puis, le message principal qu'on a passé, il correspond exactement à ce que Mathieu et Philippe disent depuis tantôt. L'échelle d'application, mais aussi à quelle application qu'on veut y donner à l'hydrogène est hyper important. L'auto-solo, plus ou moins pertinent, à moins que ce soit vraiment que ta voiture fonctionne 24 heures sur 24 et tu as besoin de la recharger en 5 minutes. Personnellement, j'ai essayé l'hydrogène que vous avez appelé rose. Je ne connaissais pas la couleur rose et turquoise. Je suis content de l'apprendre. Rose, en Normandie, il y a un surplus énergétique avec le réacteur nucléaire là-bas. J'ai eu l'occasion d'essayer un vélo à l'hydrogène, mais dans un objectif pas de démocratiser le vélo à l'hydrogène, mais plutôt dans une optique de communication. C'est purement de communication sur le volet sécuritaire, de l'utilisation de l'hydrogène et tout. Mais je vous dirais que notre choix d'application va être important. Puis aussi, le choix de production. Est-ce qu'on y va pour des grandes centrales de production d'hydrogène massifs ou on y va sur des productions, justement, qui sont décentralisées, mais qui favorisent le circuit court? C'est-à-dire, dans le Nord, tu as la biomasse qui peut être la part principale pour la production d'hydrogène, pour l'utilisation précise localement. Donc, tout comme le GNR. Le GNR, c'est la même chose. Là, le GNR, c'est pas juste la biomasse forestière qui accompagne ça. Donc, il y a tout ce qui est agroalimentaire et tout ça. Donc, on devrait, encore là, l'échelle de production et d'application des différentes énergies renouvelables, dites renouvelables, devrait se faire à des différentes échelles pour pouvoir favoriser justement les circuits courts et son efficacité en application, en transport, puis en substitution des énergies fossiles qui sont présentement utilisées. Donc, c'est un peu à ce niveau-là que je voulais compléter l'intervention. C'est intéressant, ça. Puis ça rejoint un peu ce que M. Tanguy disait tout à l'heure, rapprocher la production d'hydrogène du lieu de production d'électricité. Donc, et ça serait peut-être une façon justement de réduire les coûts. Puis l'hydrogène, c'est pour une utilisation de niche, à mon avis. Mais en même temps, on a une industrie qui est très, très, très présente, puis je ne suis pas contre. Tu sais, l'usine de Bécancour, ça va être hyper intéressant. On a Enercam également qui va se lancer là, qui est là-dedans, qui a un grand potentiel de production d'hydrogène. Eh bien, c'est intéressant, puis je crois que c'est utile. Maintenant, au niveau de l'application, je pense que faut être intelligent là-dedans. Quand je dis d'un mix énergétique, il ne faut pas aller all-in avec une énergie, un type d'énergie. Il faut vraiment qu'on ait une approche
multipartite, là, multisectorielle. Mais avec la bonne énergie à la bonne place. Oui, puis encore là, la bonne énergie à la bonne place, c'est ça. Puis il faut, tu sais, quand on parle d'énergie renouvelable, là, qu'on parle de quoi? Hein? On parle d'une énergie là, qui a un faible impact environnemental, quasi zéro, qui est écologiquement efficace, qui est économiquement avantageuse, puis qui est aussi également socialement responsable. Donc, il y a aussi cette transition-là, l'impact que ça a sur la main-d'œuvre, les requalifications. C'est sûr qu'il va y avoir des types d'emplois qui vont évoluer, tout ça. Donc, je te dirais qu'il faut absolument que nos choix se fassent avec plusieurs paramètres d'application puis d'impact sur les 3 volets, économique, environnemental et social. Puis, par la suite, on va pouvoir choisir la bonne technologie puis la bonne innovation pour pouvoir l'appliquer. Je vais donner un exemple concret. Énergir vend du GNR ces temps-ci à des clients résidentiels, commerciaux, jusqu'à 100% de GNR pour la consommation des clients, qui pourtant pourraient électrifier une bonne partie de leur usage. Ce qui m'amène par le fait même, puis vous n'êtes pas obligé de vous prononcer si vous avez des considérations politiques ou professionnelles qui vous restreignent, mais Hydro-Québec et Énergir ont proposé récemment un plan de décarbonation à la Régie de l'énergie pour justement convertir une partie des volumes de gaz naturel vers des thermopompes, entre autres, en mode biénergie. Ça garderait à peu près, selon mes estimations, un ratio de 70% électricité, 30% gaz. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'on ne devrait pas réserver le GNR justement pour une utilisation à la pointe lors des conversions en mode biénergie plutôt que de concurrencer l'électrification des systèmes et des procédés? Est-ce que je peux la prendre en premier? Oui, vas-y, s'il te plaît. Je vais sauter là-dessus. Okay. C'est une excellente question, c'est un bon débat. C'est une mesure qui était justement incluse dans le PEV. Donc, le gouvernement a demandé à Énergir et Hydro-Québec d'essayer de s'entendre parce qu'on a des défis particuliers au Québec. Puis Énergir et Hydro-Québec, la façon qu'ils sont construits pour leur rôle central comme monopole au Québec, c'est comme la seule place, du moins en Amérique du Nord, où c'était possible. Donc, au Québec, on a bien sûr ce qu'on appelle des surplus énergétiques, mais lors de la pointe, ça coûte cher et on doit importer lors des pointes hivernales au Québec. Donc, c'est vraiment la pointe qui est compliquée. Si on électrifie le chauffage au Québec, de ce qui est en ce moment du gaz naturel ou du mazout, ça peut coûter très cher pour la pointe. D'un autre côté, Énergir comprend très bien la transition énergétique dans laquelle ils sont. Ils vendent du gaz naturel fossile qui doit être remplacé soit par de l'électricité, soit par de la bioénergie comme du GNR. Donc, l'entente, en grosso modo, ce que ça veut dire, c'est qu'on va aider les clients à réduire leur consommation de gaz naturel en installant des thermopompes qui ne vont pas fonctionner pendant les pointes. Donc, la théorie derrière tout ça, c'est que ça permet de réduire de façon significative. Tu parlais de 70% et je pense que c'est environ ça. Les clients qui vont faire ça, ils vont réduire de 70% instantanément leur consommation de gaz naturel au plus faible coût pour la société parce qu'on n'aura pas besoin d'acheter et de produire des quantités faramineuses d'électricité au Québec. D'un autre côté, oui, on peut penser que pour plusieurs bâtiments, du moins pour les bâtiments neufs, je pense que c'est évident que les bâtiments neufs devraient être tout électriques. Est-ce que les bâtiments existants, la plupart, pourraient être tout électriques versus biénergie? C'est une bonne question. Je pense que côté économiquement, oui, c'est faisable et c'est rentable pour un bâtiment d'aller vers le tout électrique par rapport à la biénergie. Par contre, si on comprend la façon que les consommateurs pensent, je pense que ça va accélérer la transition énergétique à très court terme d'aller vers la biénergie. Parce que c'est compliqué d'aller vers un client résidentiel, par exemple, et de lui dire remplace ta fournaise au gaz par voici la nouvelle technologie, tu vas avoir besoin de batterie, tu vas avoir besoin de stockage thermique et de gestion de la pointe, tu vas réduire ton gaz naturel. Donc, toi, tu vois ça comme une étape vers une décarbonation complète. C'est ça. Je pense que c'est une étape. Puis pour les clients, ça va permettre de. Puis, tu sais, dans la transition énergétique, oui, il faut atteindre net zéro en 2050, mais la vitesse à laquelle on l'atteint, c'est les émissions cumulatives qui sont importantes. Donc, même si à la fin, il faudra être vers le 100% électrique ou du moins avoir une pointe qui est du GNR,
à très court terme, je pense que c'est une très bonne idée d'accélérer massivement la décarbonation du gaz naturel au Québec. Il y a deux choses que je voudrais, bien, les trois, j'aimerais ça que si vous voulez réagir, là, allez-y. Il y a deux choses que tu as mentionnées, les nouveaux bâtiments. Dans la proposition actuelle, Énergir voudrait faire mettre du gaz dans tous les nouveaux bâtiments avec une thermopompe qui va avec. Bon, moi, je pense que ce n'est pas une bonne chose, mais je vais vous laisser vous prononcer. L'autre chose que tu as parlé aussi, c'est que tu as parlé de transition juste. Les deux autres panélistes aussi, vous avez parlé de transition juste équitable. Dans cette perspective-là de l'offre ou de la demande qui a été déposée conjointement par Hydro-Québec et Énergir, je sais que vous êtes plus des énergistes que des représentants de consommateurs, mais on partage l'impact tarifaire de cette mesure-là entre les clients d'Hydro et les clients d'Énergir. Encore là, vous n'êtes pas obligé de vous prononcer si c'est quelque chose qui vous met mal à l'aise, mais est-ce que vous trouvez ça normal que les clients d'Hydro-Québec, entre autres la clientèle à faible revenu, subissent un impact tarifaire pour faire la décarbonation des clients de gaz métro, énergie? C'est clair, Jean-Pierre, qu'on va essayer de justement d'éviter qu'il y ait un poids ou un fardeau fiscal sur les familles à faible revenu. Mais je suis d'accord avec Mathieu que c'est une belle étape, en fait. Puis je pense que ça a été... nous, on l'a bien accueilli, c'est justement cette mesure-là. Mais je ne suis pas allé au dossier aussi loin que tu es allé, là, Jean-Pierre, avec tes représentations à la régie. Mais c'est clair que s'il y a une raison, il y a un souci d'inéquité, il faut que ça soit inclus. Puis je pense qu'il faut que ça soit adressé également. Mais à la base, là, l'initiative, je trouve que c'est une belle initiative de décarbonisation rapide puis de transition pour passer, comme Mathieu dit, à une prochaine étape plus rapidement par la suite. D'accord. OK, bon, peut-être un commentaire un peu de nature différente lorsque l'on dit que tous les nouveaux bâtiments doivent être électrifiés. Lorsque vous parlez à un constructeur, en particulier nos constructeurs de grandes tours à Montréal, ils vont vous dire que c'est impensable, c'est-à-dire qu'un système doit être résilient. C'est-à-dire que le jour où vous avez une crise du verglas modèle 1998, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un bâtiment de 40 étages qui n'a pas d'électricité. Et là, ensuite, qu'est-ce qu'ils font, à votre avis? C'est très simple. Ils ont des générateurs diesel. Oui. Voilà. Donc, moi, je suis allé les voir, je leur ai dit, ça n'a aucune allure d'avoir un générateur diesel en 2021. En effet. Vous devriez avoir au minimum un générateur gaz, déjà, au départ, mais vous devriez de toute façon regarder très sérieusement d'avoir du stockage chimique et probablement un stockage de type hydrogène. Voilà. Donc je comprends très bien l'argument de dire qu'on ne peut pas uniquement compter sur Hydro parce que Mère Nature, on ne sait jamais ce qu'elle nous réserve. Et si on doit effectivement tout électrifier, et ça je peux le comprendre, il nous faut ce vecteur de stockage chimique pour assurer la résilience. Voilà. Je suis parfaitement d'accord. Voilà. Donc en fait, c'est ça. Alors le deuxième commentaire que je voulais faire, c'est sur le GNR. Alors moi j'ai un problème avec le GNR, non pas sur le principe du GNR, c'est une très bonne idée, sur les volumes disponibles par contre. Bien sûr. Et là je regarde, pourquoi est-ce que les Allemands ont réussi effectivement à avoir des volumes de GNR importants? C'est parce qu'ils ont des énormes fermes industrielles qui leur fabriquent des quantités colossales, entre nous, d'excréments, et donc, et oui, évidemment, qui leur permettent de générer ce méthane. Mais nous, notre structure agricole n'est pas comme ça. C'est-à-dire, c'est une très bonne chose pour notre structure agricole, entre parenthèses, parce que son impact environnemental est nettement moindre. Et donc, oui, on peut avoir du GNR, mais les volumes de GNR, à mon avis, ne sont pas très importants. Et lorsque vous avez un Énergir qui vous vend 100% de GNR, je pense qu'on devrait les amener en cours pour publicité mensongère parce que leur réseau, c'est un réseau intégré. Donc, en fait, c'est un mélange de GNR et de gaz naturel normal et ils vous le vendent pour 100% de GNR avec un prix premium. Et ça, ce n'est pas correct. Si je peux rajouter, dorénavant, il y a 50% du GNR qui provient
des États-Unis et de l'Ontario. Et là, on parle du GNR de première génération, c'est-à-dire soit des lieux d'enfouissement technique, du lisier animal, des eaux usées ou c'est quoi l'autre? En tout cas, donc, c'est ça. Des déchets organiques quelconques. Oui, c'est ça, des déchets organiques, des cœurs de pomme. Donc, la chance qu'il y ait du GNR physique qui se retrouve chez le client, c'est pratiquement nul. De un. Donc, c'est plutôt on paye plutôt pour l'injection de GNR que pour la consommation de GNR. Je suis d'accord avec vous. Là, si on joue là-dessus, je suis parfaitement d'accord. Et c'est restreint, c'est tellement restreint que oui, Énergir, quand ils ont fait la promotion auprès de la Régie de l'énergie de ce type de combustible-là, ils disaient qu'on était capable de le produire au Québec et d'atteindre 1, 2 et 5 d'ici en 2025. Et ce n'est absolument pas le cas. Maintenant, Énergir dit le règlement me force à mettre 1, 2 et 5 dans le réseau, puis il n'y en a pas assez, donc je vais aller l'acheter à l'étranger. Et pendant ce temps-là, on dit qu'on vante le GNR local, mais on ne dit pas qu'on l'achète majoritairement pratiquement à l'étranger. Donc, je suis d'accord avec vous. Puis le GNR de deuxième génération qui va venir, entre autres, de la biomasse, ce n'est pas encore démontré techniquement, c'est encore à l'étape de pré-commercialisation. Et ce potentiel-là est beaucoup plus grand que le GNR de première génération. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Écoute, Jean-Pierre, c'est sur ce volet-là qu'il faut insister. Puis, je ne mettrais pas au rencard l'idée de production locale non plus. Parce qu'on a des fermes assez importantes, des industries agroalimentaires qui pourraient alimenter localement ou des systèmes de circuits pour tout simplement valoriser le GNR qu'il y a là, parce que comme on sait, nos déchets, c'est une énergie qui est inutilisée, qui est inexploitée assez, enfin, à mon avis. Puis, le GNR, il ne faut pas le balayer là, du revers de la main. Pour moi, ça fait partie de la solution. Là. Non, c'est clair, c'est les volumes. On parlait des volumes, simplement. Les volumes d'approvisionnement. Mais c'est là qu'est le défi, au niveau des gisements. Mais le problème, Vincent, c'est que les clients d'Énergir s'inscrivent sur une liste d'attente pour obtenir du GNR qu'ils pensent local, tandis qu'il vient... écoute, ça, je connais bien le mécanisme et tout ça, mais on n'embarquera pas là-dedans. Là, mais non, c'est vrai que c'est du in and out au niveau du bilan et ces choses-là. Donc, c'est clair qu'à un moment donné, idéalement, on voudrait que du GNR et de l'hydrogène dans les tuyaux. Comme je vous dis, quand il y a un mix énergétique de solutions pour compenser, c'est clair qu'il faut aller axer sur justement les solutions mixtes par la suite. Oui, tu parlais aussi de rentabilité économique tout à l'heure, puis le GNR coûte à peu près 60 cents, puis le gaz naturel équivalent coûte 13 cents. D'où l'utilité d'avoir des innovateurs, puis de faire justement investir dans les innovations pour trouver des solutions pour réduire les coûts, puis avoir plus de coéquité, puis des externalités. C'est ça, je dis. La bonne énergie. Je ne suis pas plus pour une molécule ou pour une autre. Je veux juste qu'on fasse des choses. Comprenez-vous? C'est pas tout azimut. Moi, sur le spectre, là, c'est pas vrai qu'on est de la droite ou à gauche. Il y a vraiment un mix puis il y a un équilibre à avoir parce que Écotec Québec puis même moi, là, dans mes représentations, ça n'a jamais été plus pour une technologie ou pour une molécule qu'un autre. C'est vraiment une approche systémique qu'il faut avoir. Puis toutes les solutions qui nous permettent d'atteindre nos objectifs sont bonnes. Puis, autant que c'est concurrence, pas. Et là, tu as un bon point, la compétitivité. Puis ça, c'est un des points d'hydrogène que j'avais amené dans la consultation. Il ne faut pas que ça vienne en compétition avec des énergies déjà hyper efficaces et peu carbonées. Comprenez-vous ce que je veux dire? Non, et non carbonées. Donc, ça, il faut faire attention. La complémentarité des types d'énergie est importante. Oui. Monsieur Tanguy, je voulais simplement revenir aussi sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure par rapport au tout électrique dans la nouvelle construction. Je suis d'accord aussi, entre autres, les hôpitaux, on ne peut pas se permettre surtout d'avoir des pannes qui durent longtemps. On est obligé d'avoir des groupes électrogènes d'urgence. Idéalement, je serais d'accord avec vous. On ne peut pas, pour ces bâtiments-là et d'autres aussi. Cependant, je voulais vous dire, j'ai un copain ingénieur qui ne construit que des nouveaux bâtiments sans combustible fossile et qui fait appel beaucoup au stockage thermique et au stockage électrochimique de plus en plus. Et je pense que c'est une voie d'avenir qui doit être justement là, observée. Mais ça prend aussi idéalement une production là, à la limite à l'hydrogène sur place là, ou à l'ammoniac. Je suis d'accord. Il y a des enjeux de sécurité aussi. Si je peux me permettre, pour avoir été concepteur en bâtiment pendant longtemps, là,
quand on va être rendu à décarboner le diesel des génératrices sur place, quand il va rester que ça, là, on va avoir fait une grande partie du chemin puis on va être content. Oui. Donc, on pourra parler de ce dernier petit pourcentage-là à la fin. Ça va être génial. Il va y avoir des technologies pour ça, mais à court terme, concentrons-nous sur ce qui est facile à déplacer. Tout à fait. Puis en passant, le gaz naturel. Les 2 tiers du potentiel de gestion de la demande en puissance actuelle, en ce moment, reposent sur des groupes électrogènes de secours, justement. Donc, si on abandonnait ça du jour au lendemain, ben, ça prendrait peut-être une autre domaine. Oui. De toute façon, il y a déjà les nouveaux hôpitaux aux États-Unis, il y a beaucoup d'hôpitaux qui sont alimentés avec des piles à combustible. Donc, il n'y a rien de nouveau. Ça se fait déjà. D'accord ? Okay. Donc, effectivement, hôpitaux plus que immeubles de grande hauteur. Effectivement. Les hôpitaux, par la loi, doivent avoir une diversité de sources. Quand il y en a une qui plante, il faut avoir 2 fois plus de chaudières. Parce que s'il y en a une qui plante, il faut garder le service sur place. Donc, en conception, c'est comme ça que ça marche. Tout à fait. Oui. Donc, au Québec, Hydro-Québec a des plans de production d'hydrogène avec une usine de 80 MW, si je ne m'abuse. Quels seraient les usages à prioriser au Québec, dans notre cas en particulier pour l'hydrogène? Est-ce que c'est le transport ferroviaire, maritime? Est-ce que c'est l'utilisation à la pointe pour les réseaux d'électricité? Est-ce que... Bon, alors, déjà, peut-être... Est-ce que l'hydrogène est le métier d'Hydro-Québec? Je pose la question. Lorsque vous regardez qui sont les producteurs d'hydrogène dans le monde, ce sont des gaziers, ce ne sont pas des électriciens. Alors, oui, il y en a qui disent on va se lancer là-dedans. Oui, bien sûr. Mais ils le font de manière fort timide. Parce que ce n'est pas leur métier, tout simplement. Donc, ce n'est pas clair. Déjà, qui va produire, ce n'est pas clair. En tout cas, pas pour moi. Ouais. Le deuxième point, pourquoi produire? Là, effectivement, je rejoins parfaitement Mathieu et Vincent, c'est en fonction d'un besoin précis. Donc, en fait, il faut décarboner le plus facile, ce qu'on peut décarboner le plus facilement. Bon, en tout cas, au Canada, pour le moment, on ne parle que de projets pilotes. On ne parle pas de plus que ça. Donc, projet de décarbonation de transport lourd, donc il y en a en Alberta en ce moment. Donc, il y a quelques camions qui circulent. Donc, c'est peut-être une chose à faire ici, à tester en tout cas. Moi, je regarde ArcelorMittal. Je me dis, oui, ArcelorMittal, c'est peut-être une très bonne cible à contre-cœur, d'autant qu'ils sont très volontaires pour le faire. Donc, en plus, ils sont très favorables. ArcelorMittal a déjà des usines en Allemagne avec des projets pilotes relativement importants de décarbonation de la fabrication d'acier, donc ce qu'on appelle la réduction directe du fer. Et Contrecœur voudrait le tester. Donc là, quand vous regardez tout de suite les besoins, alors là déjà, vous en avez pour quelques dizaines de milliers de tonnes par an d'hydrogène, ça va vous prendre des morceaux de la romaine. Hein. Ouais. Donc, je dirais qu'il y a des sujets comme ça. Quand vous regardez le transport maritime, alors ça c'est un point important. Le Saint-Laurent passe au milieu de Montréal. Et donc, tous les bateaux qui passent, même si on voulait décarboner la ville de Montréal, vous avez le Saint-Laurent qui va être notre source de carbone pour un bon bout de temps. Donc, en fait, on devrait, dans la voie maritime, interdire les bateaux qui émettent du CO2. Hein, quand on a dit ça, après, oui, c'est ça, c'est un peu plus compliqué à faire. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? On pourrait imaginer, et ça se fait déjà à certains endroits, que pour traverser la ville de Montréal, vous avez un remorqueur électrique en amont qui va traîner le bateau pendant le passage de la ville et puis le bateau pourra continuer à émettre quand il sera sorti de notre territoire. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre d'idées. Je pense qu'il faut aller bien au-delà de ça. Il faut décarboner le Saint-Laurent au complet. Mais en tout cas… Ça serait bien de le programmer déjà. Oui, en tout cas, il y a un vrai enjeu. Ouais. Et vous l'avez cet enjeu-là dans les grands ports européens en particulier, hein, qui ont les mêmes raisons. Vous êtes le port de Hambourg est en plein milieu de la ville. Donc si vous voulez décarboner Hambourg, il va falloir penser au port. Ouais. Donc ça c'est une réflexion importante. Hein.
Merci. Juste pour s'éloigner de l'hydrogène pendant quelques secondes, ma prochaine question serait pour Vincent. Vincent, il y a 2 jours dans la presse, votre président avait été interviewé dans un article où on parlait de M. Legault et de la COP26. Et votre président disait suggérait qu'on réserve 1% des budgets du gouvernement en ce qui a trait au bâtiment pour expérimenter des innovations technologiques. Pouvez-vous nous en dire un peu davantage sur cette recommandation? Oui, ben oui, Jean-Pierre, puis tu peux me tutoyer, il n'y a pas de Ah problème. non, mais je dis vous en général. L'idée est très simple. En culture, on oblige tout bâtiment à inclure 1% de leur budget à la culture. On voit des sculptures en avant des bâtisses, ou on voit des grands peintres, ou on voit tout ce qui est... on encourage la culture du Québec à travers les bâtiments qui appartiennent au gouvernement, des arts et tout ça. Pourquoi? Ben, pour les mettre en valeur, pour les faire connaître, puis qu'ils deviennent justement, avec ce rayonnement-là, qu'ils deviennent des artistes à succès, puis que la richesse culturelle du Québec a rayonné à l'international, même jusqu'à l'international. La même chose pour les innovateurs du Québec, qui sont des partenaires des solutions de demain ou actuelles pour atteindre nos objectifs. Tu sais, c'est des partenaires dans la richesse du Québec, puis leur terrain de jeu est mondial. Puis il est québécois, il est canadien, mais il est mondial. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Et l'idée là-dedans, c'est que pour promouvoir les innovateurs, pour faire en sorte qu'ils peuvent faire la démonstration que leur technologie, justement, fonctionne, on pourrait intégrer la même politique au niveau des acquisitions gouvernementales, au niveau lorsqu'il y a un nouveau bâtiment ou pour toute une nouvelle infrastructure gouvernementale, qu'il y ait 1% qui soit dédié à l'acquisition de technologies propres québécoises. Ça aurait le même effet. Tu viens faire la démonstration de l'applicabilité, de la reproductibilité de cette technologie-là, que ce soit énergétique, au niveau des ressources, au niveau des procédés, ou au traitement de l'eau. Mais en même temps, c'est que ça vient rassurer le marché privé. Okay? Tu viens porter, là, tu le mets sur un plateau, puis regardez, on vient dérisquer. On vient faire une démonstration. On vient simplement favoriser le rayonnement de cette technologie, puis ça le met en position par la suite de le commercialiser ou d'étendre sa commercialisation jusqu'à l'international. Donc, on vient valoriser le savoir-faire québécois qui est applicable à l'international, puis le gouvernement s'implique là-dedans. C'est une façon justement de mettre en valeur ce savoir-là, puis de pouvoir favoriser les innovateurs ici, parce que je vous dis, le terrain de jeu, là, avec à la COP, on le voit, l'enjeu est mondial, puis on a d'excellentes solutions québécoises. La difficulté qu'on a, c'est de les faire connaître, tout simplement. D'avoir des projets, des vitrines technologiques en quoi. J'imagine chez Ecotech aussi, vous êtes pas conscientisé seulement avec les innovations technologiques, mais vous favorisez aussi, j'imagine, l'implantation des technologies éprouvées existantes, là, parce que c'est un problème aussi. On a quand même des technologies existantes qui sont sous-utilisées, j'imagine. Oui. Puis c'est pour la raison pour laquelle nous, mais un des volets de notre mission, c'est de faire connaître ces technologies-là. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple. Là, on a une carte radar qui s'appelle ecotech.radar.com ou radar.québec, excusez-moi, parce que ça a changé dernièrement. On vient répertorier les technologies québécoises qui sont actives à l'international. Okay? Et puis, notre but là-dedans, c'est de faire rayonner ces solutions-là qui sont prêtes, qui sont déjà en application, puis qu'on voit les gains sur tous les plans, là, économique, social et environnemental, tout le potentiel, justement, de faire partie de la solution de demain. Puis, on a aussi participé à l'identification de tout près d'une centaine de solutions déjà prêtes aujourd'hui, qui ont été identifiées par Solar Impulse pour les 1000 solutions, pour justement entrer dans la décarbonisation de notre économie au niveau mondial. Donc, c'est important de faire rayonner. Il y en a qui sont prêts à l'application, sont déjà actifs maintenant. Les gens les connaissent peu, ils rayonnent peu. Donc, on met tout en œuvre justement pour pouvoir les faire connaître. Puis, pour de futurs utilisateurs, même qui s'ignorent. Hein? Souvent, avant de commencer, avant de débuter, tout à l'heure, on discutait informellement, puis je racontais entre autres
dans une ancienne vie, j'ai géré un fonds en efficacité énergétique dont la mission est entre autres d'innover et j'avais introduit une technologie, entre autres, de récupération de la chaleur des eaux grises, des eaux de douche, et qui est obligatoire dans certaines provinces canadiennes et qui est encore optionnelle au Québec. Et donc, c'est ça, il y a des fois, on est un peu des cordonniers mal chaussés, je trouve. Il y a beaucoup de solutions québécoises qui sont applicables dès maintenant. Ouais. Et puis, tout simplement, il faut les faire connaître. Puis, tu sais quoi, Jean-Pierre? Si on avait un signal prix où ça nous coûtait plus cher l'énergie, on la gérait autrement. Hein? Si on avait, puis toujours, puis quand je dis ça, ça a l'air qu'il y a toujours un souci d'équité là aussi que je prends en compte là. Mais les normes, tu sais, quand on parle de principe d'additionnalité, c'est-à-dire faire plus que qu'est-ce qui est la norme dans ton industrie. C'est important de faire ça parce que si tu ne fais pas ça aujourd'hui, puis si tu n'impliques pas des innovations aujourd'hui qui te permettent d'être plus performant, plus compétitif sur le marché, ça va te permettre ta chaîne d'approvisionnement qu'elle va s'améliorer parce que les gens, le pouvoir d'achat vont influencer ces produits-là. Tu ne feras plus partie de la game dans 5 ans. Si tu ne changes pas tes pratiques aujourd'hui, puis tu n'améliores pas ta chaîne d'approvisionnement, puis tu la décarbones pas, puis si tu fais pas tout le RSE qu'on parle, là, la responsabilité sociale des entreprises, puis et tous les paramètres et les normes de reconnaissance là, sur les meilleures pratiques, et c'est que tu vas perdre ton marché. Tu seras plus compétitif, puis tu seras plus là dans 5 ans. Je pense que là, tu viens d'ouvrir un sujet, il va falloir ajouter 1 heure à la discussion. Il nous reste 20 minutes, on a beaucoup de temps. Non, mais il va falloir conclure, mais reste que les normes et la réglementation, tu as touché un point sensible. Écoute, ça a pris pratiquement 30 ans pour mettre à jour notre réglementation en matière de construction de bâtiments commerciaux, ce qui est une honte monumentale, là, en passant, de par la désorganisation du gouvernement. Mathieu, tu veux dire un mot là-dessus? Oui, je voulais justement rebondir là-dessus. Justement, pour les grands bâtiments au Québec, on vient de mettre à jour la norme en énergie pour les grands bâtiments dans le code de construction, qui est basée sur le CNEB canadien, mais la version 2015, parce que le temps que le Québec et la Régie du bâtiment fassent leurs ajustements, c'est toujours 5 ans. Donc, on est toujours en retard. Je sais que dans la politique énergétique, il est prévu d'accélérer puis d'avoir la sauce Québec mise à tout ça pour ne pas toujours dépendre et être en retard par rapport au Canada, mais il faut l'accélérer, là, ça n'a presque pas de sens. Puis côté bâtiment résidentiel, la fameuse partie 11, il y a les normes en énergie qui ont apparu en 2012, où là, le Québec, justement, avait mené par rapport au reste du Canada. Là, ça va faire 10 ans bientôt là, que ça n'a pas été mis à jour. Donc, on est en retard. Côté code des normes, on peut faire beaucoup, beaucoup plus. Moi, j'ai siégé sur le Code modèle national de l'énergie de 1995. Donc, je peux dire, quand c'est arrivé en 2012, j'ai versé une petite larme. Mais c'est vrai que il faut, quand tu parlais de ça, Vincent, tantôt, puis c'est ce qui me rappelait que les codes et les normes, un code, entre autres, ça représente la pire maison ou le pire bâtiment que tu devrais construire sur une base énergétique. Là. Ça demeure quand même là, un minimum. Là. Et quand on se contente du minimum, je trouve que c'est... On a des mesures incitatives qui sont en place, OK? On ne se le cachera pas. Ils sont suffisants. Bon, jugez par vous-même, je ne pense pas. Il y a des leviers économiques incroyables en matière d'efficacité énergétique qui pourraient être appliqués, qui pourraient être inclus dans des normes ou dans des cadres directeurs, justement. Que ce soit même au niveau de la diversification des valeurs foncières au niveau des municipalités. Donc, tu sais, le principe, tu sais, le fameux projet FIM qui est mort, là, présentement. Je ne sais pas s'il est mort ou il est encore en vie. Il est en train de se relancer, c'est ça, c'est une bonne nouvelle. C'est que tu peux faire de la rénovation énergétique, puis tu as une cote énergétique qui est associée, ça augmente la valeur de ta maison. Tu as un emprunt directement à la municipalité. On encourage la circularité économique, là, tu sais, à travers. Il y a un potentiel d'affaires et de relance économique avec toutes sortes de programmes, bonus, malus, incitatifs et tout. Il faut les utiliser pour diriger, puis je vous l'ai dit tantôt, changer le paradigme de consommation, le réflexe. Puis ça passe par plein de choses, en passant de l'aménagement du territoire, par l'utilisation de voitures solo, par les achats qu'on fait et par également les choix d'utilisation des types d'énergie par les industries. Donc, tu parlais du projet FIM, là, pour ceux qui sont à l'écoute et qui ne connaissent pas nécessairement ce que c'est un projet où
on finance les rénovations éco-énergétiques par le bâtiment et non pas par le propriétaire du bâtiment. Donc, c'est le bâtiment qui emprunte. Donc, si tu vends ta maison dans 3 ans, bien, le prêt va continuer à se rembourser en tant que taxe d'amélioration très locale, là, finalement. Et donc, c'est ça, c'est intéressant, c'est le bâtiment qui transporte la dette et non pas le propriétaire. Ce qui est un incitatif, justement, puis quand tu vends la maison, ben, tu vends la dette, la taxe d'amélioration locale qui va avec. Mais à ce sujet-là, l'Ontario a passé une loi il y a 2 ou 3 ans, si je ne m'abuse, pour permettre officiellement aux municipalités de faire justement ce type de financement-là, tandis qu'au Québec, les municipalités, à ce que je sache, sont encore réticentes parce qu'ils ne sont pas sûrs si la loi sur les compétences municipales et la loi sur les cités et villes leur permettent. Et eux autres, ils disent, dans le doute, abstiens-toi. Et donc, c'est un peu pour ça, c'est un peu un genre de manque de réglementation là, de la part de Québec qui fait en sorte que ça avance. Un flou juridique, oui, c'est ça. Mais il y a Écohabitation, justement, qui sont en train de relancer ce programme-là, qui était mené par la QME dans le temps, la QME qui s'est sabordée. Donc, ça va s'appeler Je rénove Éco. Ils sont en train de faire les projets pilotes pour le relancer en ce moment. Si vous allez voir ça, là, Je rénove Éco. Mais là, vous avez parlé de bâtiment, c'est mon dada. On pourrait aller tellement loin. Tu sais, quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que d'ici 2050, là je veux parler de 2 éléments particuliers. Là. D'ici 2050, il faut rénover nos bâtiments existants. Puis le taux de rénovation annuel de nos bâtiments existants, là, il faut le multiplier par 10. En ce moment, on rénove environ 0,5 % de notre parc. Il faudrait multiplier ça par 10 pour atteindre nos cibles climatiques. Puis vous comprenez, en ce moment, dans l'industrie de la construction et rénovation, tout le monde indique qu'il manque de main-d'œuvre. Donc, il faut changer les modèles d'affaires, il faut changer la façon de construire. Je t'interromps. Une cote énergétique, elle ne stimulerait pas le marché de la rénovation? C'est drôle que tu dis ça, c'était le 2e point que je pense amener. Désolé. Non, tu tombes tellement bien. Juste avant Jean-Pierre en plus. Non, mais je pense vraiment que c'est une des approches qu'il faut avoir. Oui. Et puis justement, il y a la Ville de Montréal qui vient d'annoncer, et Dunsky a travaillé là-dessus justement, là, pour les très grands bâtiments de la Ville de Montréal. Pas juste seulement les bâtiments institutionnels, mais tous les grands bâtiments sur leur territoire. Il va y avoir une obligation de divulgation énergétique, une cote énergétique, comme c'est fait un peu partout, mais on va aller plus loin avec une obligation de performance minimale, côté énergie et côté carbone, une espèce de plafond d'émissions par pied carré qui va diminuer à travers le temps. Donc ça, c'est une innovation qui est disponible, qui est surtout utilisée en Europe. Je pense qu'au Canada, ça serait la première fois que c'est utilisé. Et le MERN a annoncé que Montréal, ça va être comme un projet pilote pour le reste du Québec. Donc, les très grands bâtiments québécois vont être obligés d'atteindre une certaine performance énergétique à travers le temps. Ça s'en vient. Mais c'était dans le plan directeur, ça a été la dernière priorité de Tech à l'époque, ce que je n'ai jamais compris. Moi, tant qu'à moi, ça aurait été la première affaire à faire, mais bon, ils ne l'ont pas fait. Et là, ils ont abandonné le résidentiel pour se jeter leur dévolu sur le commercial, l'institutionnel. La Ville de Montréal, heureusement, a pris un leadership là-dessus qui est bienvenu. Messieurs, il reste 12 minutes à la rencontre. Là, je voudrais vous donner une opportunité, les trois, de dire, là, selon vous, quelles seraient les prochaines étapes prioritaires à entreprendre. Puis, tiens, on va laisser M. Tanguy commencer. Tiens. D'accord. Bon, écoutez, quand on regarde le dernier budget, donc le budget d'avril du gouvernement du Québec avait 20 millions, 25 millions qui étaient dédiés à l'hydrogène. C'était petit. Donc, on va espérer qu'effectivement, dans le prochain budget, il y a pas mal plus d'argent. Je pense qu'il y en aura plus de toute façon. Et il va falloir qu'on amorce la pompe. On va dire qu'on se lance dans des projets. Il va falloir qu'on apprenne. Il va falloir qu'on regarde où sont les gisements de croissance, comme on l'a dit tout à l'heure, où est l'impact maximum à un coût minimum. Et ça passe par des projets. Et alors, un autre point qu'on n'a pas du tout abordé aujourd'hui, mais qui est important, c'est la formation de la main-d'œuvre. C'est qu'au Québec, il n'y a pas d'experts. Alors, il y a quelques personnes qui connaissent, mais globalement, vous ne trouvez pas d'ingénieurs, pas de techniciens formés dans ce domaine-là. Alors, il va falloir quand même qu'on regarde aussi ça de manière très sérieuse dans les cégeps techniques, dans les universités, pour qu'on puisse, si vraiment on y croit, il va vraiment falloir qu'on forme ces main-d'œuvre-là. Alors, il y a des formations de génie chimique, on a le centre de formation gazière d'énergie, donc il y a un certain nombre de structures possibles, mais
Mais je pense que c'est un travail collectif avec le gouvernement pour effectivement planifier et scénariser le développement de l'hydrogène donc, dans les prochaines décennies. Merci. Juste avant de poursuivre, est-ce qu'il y aurait des questions de la salle, des auditeurs là, que vous pouvez les écrire dans le chat si vous voulez. Vous pouvez lever la main et on va les prendre live. Sinon, ben, je peux continuer avec Mathieu entre-temps. Ben, écoutez, vas-y Mathieu entre-temps, puis s'il y a des questions, bon, on les prendra au vol. Oui. C'est une question très, très, très large, hein, ce que tu demandes. Quelles sont les prochaines étapes? Il y a tellement de choses à faire, mais encore une fois, je vais revenir sur la réduction des demandes, l'efficacité énergétique. Je pourrais donner tellement, tellement d'exemples, mais il faut aller vers l'efficacité énergétique parce que ça coûte moins cher et ça permet d'optimiser le système électrique. On ne peut pas électrifier sans efficacité énergétique, sinon ça va coûter trop cher. Parfait. Donc, l'efficacité énergétique, quand j'en parle, Hydro-Québec, tu parlais des cibles qui tournent autour de 0,4 Ouais. juste mentionné par rapport à l'électricité produite annuellement. Là, les meilleures juridictions en Amérique du Nord, ça tourne plutôt autour de 1,5-2 annuellement, les meneurs. Donc, on peut aller plus loin. Puis, je ne peux pas m'empêcher de parler d'efficacité énergétique et de réduction des demandes sans parler de transfert modal. Je sais que la CAQ et le gouvernement actuel avaient promis que dans le plan d'investissement en transport, qu'il y aurait autant de poids donné aux infrastructures routières que les infrastructures de transport collectif. Ce n'est toujours pas atteint. Il faut arrêter de construire des nouvelles autoroutes, des nouvelles infrastructures routières si on veut atteindre les cibles. Sinon, ça fait plus de pétrole à déplacer et ça va coûter plus cher à la société. Je ne peux pas mettre donc, pas troisième lien. plus d'emphase là-dessus. Parlons du troisième lien, parlons de la 640, parlons de... Il y en a plusieurs. Là. La seule façon de réduire les demandes, c'est par le transport collectif puis l'aménagement du territoire. Il y a une politique d'aménagement du territoire et d'architecture qui est en développement en ce moment, qui est une excellente nouvelle. Oui, ben oui. On a une politique de mobilité durable. Je ne sais pas si les cibles vont être atteintes, mais du moins, suivons les plans qui sont déjà là et les cibles qui sont déjà là. Oui. Avant de passer à Vincent, on a une question qui demande, puis je pense que ça va peut-être être Philippe qui serait le mieux placé pour répondre. Globalement, l'Europe peut-elle être meilleure que le reste du monde en termes d'énergie? Je pense qu'ils n'ont pas le choix, tout simplement. C'est qu'en fait, bon, ils ont été évidemment de très gros consommateurs de pétrole et de gaz, dont une partie était produite en Europe, mais les gisements sont épuisés. Les gisements, en tout cas néerlandais, sont épuisés. Il y a encore des gisements en Norvège, mais enfin, la Norvège ne fait pas officiellement partie de l'Europe, en tout cas en termes EU26. Donc, ils n'ont pas le choix, tout simplement. Et comme de toute façon, une bonne partie d'entre eux a abandonné le nucléaire, il va bien falloir qu'ils trouvent leur énergie quelque part. Donc oui, sobriété énergétique, alors ça c'est tellement évident, je dirais que, je ne sais même pas pourquoi on en parle, mais on devrait l'appliquer, pas juste en parler, parce que tellement c'est évident, mais ce n'est pas suffisant pour eux. Donc, d'où ce que je disais tout à l'heure, et d'où le fait qu'ils sont actuellement en train de regarder sur toute la façade sud de la Méditerranée leur approvisionnement énergétique, soit en électrification directe, soit en hydrogène. Alors Maroc, Algérie, Égypte, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis. Donc oui, tout à fait. Donc oui, et peut-être avec les Japonais. Hein, j'ai envie d'y aller deux quand même. Hein. Ah ouais, nos amis nippons, ils ont quand même des soucis aussi. Hein. Oui, mais c'est ça que vous le disiez tout à l'heure, puis j'avais cru lire aussi qu'ils vont tester une centrale à l'hydrogène 100% bientôt, là, une centrale électrique. Tant mieux, dans leur cas, s'ils peuvent se départir du nucléaire. S'il y a d'autres questions, s'il vous plaît, posez-les dans le chat. Et entre-temps, on va demander à Vincent de nous faire son épilogue. Je pense qu'on a pas mal tout dit. On a fait pas mal le tour de tous les éléments. Ce qui est important, c'est de retenir, c'est qu'il faut continuer nos efforts en innovation, en technologie propre, en énergie renouvelable, au niveau de la production d'énergie, mais en même temps, parce que là, présentement, on est surtout dans une pratique de substitution au niveau de l'électrification des transports et tout ça. Mais il faut continuer justement à innover pour améliorer encore la performance et l'optimisation de nos procédés, l'efficacité des énergies renouvelables. Ne pas oublier qu'on veut que ce soit des circuits courts, on veut qu'il y ait le minimum d'emprunts
possible que ça profite à la plus grande communauté possible. Écoutez, l'efficacité énergétique, le nerf de la guerre, ça fait partie des gains qu'il faut faire dans les prochaines années. Et comme j'ai dit tantôt, nos habitudes de consommation, puis l'amélioration de nos procédés par tout ce qui est technologie propre au niveau de l'utilisation des ressources, puis des extrants aussi, hein, parce qu'on parle d'économie circulaire, d'éco-conception, prendre moins d'énergie. Il faut juste être plus efficace. Il faut mieux gérer notre énergie. Une meilleure gestion de l'énergie. Tout azimut. Tout à fait. Ouais. Oui, Il y a tellement d'autres. Oui, un point important, Vincent, que vous n'avez pas mentionné, des choses très simples. La tarification dynamique de l'électricité. J'en ai parlé tantôt, le signal prix, puis je ne suis pas allé trop sur ce côté-là, par contre, parce qu'il y a des enjeux d'équité, mais sauf que je crois que ça fait partie des leviers qu'on doit utiliser, la tarification dynamique, pour donner une valeur. Puis la tarification du carbone, tu sais, le bonus-malus, il faut mettre l'emphase là-dessus. Les gens, quand ils font des améliorations énergétiques sur leur bâtiment, c'est des bénéfices économiques. C'est Philippe Donsky qui, quand il présentait son Dakar, son rapport, ben, il faisait une espèce de petit sondage, puis on voyait que la motivation des gens pour investir, pour améliorer l'efficacité énergétique, c'est des gains économiques. Puis en deuxième lieu, environnement. Là, je pense que ça a changé. Okay? Puis je pense que les deux les gens sont motivés par les deux actions. Puis le signal prix, ça fait partie des leviers qu'on a. Ouais, tu parlais des bénéfices non énergétiques et souvent, il y a des mesures d'économie d'énergie dont les bénéfices non énergétiques surpassent et d'ailleurs, c'est pour ça que les gens les achètent, entre autres. Là, je vais vous donner un exemple. Entre autres, les diodes électroluminescents. Quand on change les feux de circulation des municipalités, ça ne fait pas des économies à la tonne. Sauf que tu la changes 10 fois moins souvent, cette ampoule-là. Là, c'est là où tu fais tes économies de main-d'œuvre. Donc, c'est un bénéfice non énergétique. Exact. Foutrement plus payant, excusez. Que l'énergie. Exact. Puis, on parle de GS, mais aussi on parle de qualité de l'air, de la santé, l'impact sur la santé. C'est important aussi, ça, c'est des non énergétiques. Donc, l'amélioration de nos pratiques, gestion de l'énergie, le type d'énergie utilisée est important. Il faut décarboner rapidement. Tarification dynamique, juste un bémol. Moi, j'ai habité en France aussi quelques années. J'ai bénéficié de la tarification avec Heure Creuse. Quand j'étais dans le 45. Ici, la tarification dynamique, elle pourrait difficilement être, à mon avis, en malus. Elle doit demeurer en bonus plus qu'en malus, parce qu'entre autres, à cause de la clientèle à faible revenu qui est pris dans des logements mal isolés, etc. Donc, bien d'accord. D'accord. Ouais. D'accord. Mais on n'est pas obligé de faire fonctionner son lave-vaisselle à 7 heures le soir. Non. On peut le faire fonctionner à 11 heures. Et ça, oui, c'est ça, voilà. Donc, c'est des choses très simples. Puis on l'a implanté, avec Hydro-Québec, il y a le crédit en point critique, il y a le tarif en point critique, puis il y a l'agrégation et le contrôle des charges, qui est une autre avenue possible. Et donc, c'est ça, écoutez, il est pratiquement à 15h30, 15h28. Il n'y a pas d'autres questions de la salle, donc je demanderai à Gaïa si elle veut dire le mot de la fin. Oui, bien sûr, je vous remercie tous et toutes. C'était très riche, c'était très agréable de vous voir dialoguer et d'en apprendre un peu plus. Merci à celles et ceux qui sont restés avec nous jusqu'au bout. Je redis, l'événement est enregistré, on le mettra à disposition sur notre chaîne YouTube pour le revisionner. Sur ce, je vais vous souhaiter une très belle fin de journée et je vous remercie encore chaleureusement. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci bien. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. C'était super intéressant, vraiment. Un super beau panel.